Super. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit autour de moi. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue pour cette deuxième édition de la Conversation Room, à la 47e édition de la FIAC, qui se passe au Grand Palais éphémère à Paris. Et je suis ravie d'être la modératrice aujourd'hui de cette discussion avec 3 femmes qui ont créé un collectif absolument incroyable ensemble. Il en manque une, Camille Penn, aujourd'hui. Mais le collectif s'appelle Les Odieux. Et je vais vous présenter un petit peu ce qu'est le collectif. Et puis ensuite, je vais laisser Laurence, Marguerite et Sylvie se présenter. Aujourd'hui, je pense que la discussion elle est très, très importante à avoir. Et je ne vais pas être celle qui vous explique pourquoi. Mais je suis hyper honorée d'être la modératrice de cette discussion parce qu'au sein de la FIAC, aujourd'hui, on se rend compte dans le milieu culturel que les désordres, les effets de l'activité humaine sur le climat portent sur cette terre, mais pas que, aussi sur l'activité culturelle et sur le monde et les différentes facettes de l'activité humaine, donc la sécurité alimentaire, l'accès aux ressources vitales, la migration forcée, soudaine, la précarité énergétique, plein de termes qu'on entend souvent, mais qu'on ne voit pas appliquer au quotidien, notamment dans notre environnement professionnel et dans la culture. Évidemment, ça impacte toutes les facettes de nos vies. Et donc, c'est pour ça que cette discussion est essentielle. Peut-être que je vous laisse vous présenter. Laurence, je te laisse commencer. Oui, bonjour Victoria, bonjour à toutes et tous, ravie d'échanger devant vous ce matin. Merci à la FIAC pour cette invitation à parler d'écologie dans cette semaine de l'art contemporain à Paris. Voilà, je suis Laurence Péria, je suis cofondatrice avec Marguerite, Sylvie et Camille du collectif Les Augures. Pour me présenter rapidement, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur de l'art contemporain à Paris. J'ai travaillé au Centre Pompidou, j'ai travaillé au Palais de Tokyo, j'ai travaillé sur la mise en place et l'ouverture de Lafayette Anticipation, la fondation d'entreprise Galeries Lafayette. Et dans toutes ces expériences et dans tout ce parcours, j'ai toujours été très, très préoccupée par les enjeux écologiques et en particulier sur le manque de capacité du monde de l'art à penser cet enjeu-là, en particulier dans les pratiques et dans la production, et aussi dans la manière de penser les organisations. Et c'est avec cette perception aussi qu'il y avait finalement trop peu de moyens et d'acteurs pour accompagner ces sujets-là, que cette idée de construire un outil d'accompagnement et des agents d'accompagnement du changement et de la transition écologique spécifiquement pour le secteur culturel a germé et a grandi. Et c'est de la rencontre avec Marguerite, Camille et Sylvie qu'est né ce projet Les Augures pour accompagner le secteur culturel. Je passe la parole peut-être à Marguerite pour qu'elle se présente. Bonjour Victoria, bonjour à tous. Merci également de nous donner la parole aujourd'hui et d'intégrer les enjeux environnementaux dans les discussions de la FIAC. Moi, j'ai un parcours d'historienne de l'art et je me suis intéressée à l'histoire de l'art par passion, et les enjeux écologiques sont rentrés aussi dans ma vie, parce que ça m'a pris aux tripes. J'ai travaillé beaucoup sur la sensibilisation aux enjeux de transition écologique par l'art, justement, en mobilisant la créativité, les artistes,
Et les augures est un moyen pour moi d'aller plus loin dans mon engagement, en accompagnant aussi les acteurs culturels pour que les enjeux écologiques ne soient pas évoqués juste dans la programmation, mais qu'il y ait un certain alignement aussi dans les pratiques et que ces acteurs culturels voilà, puissent porter aussi une certaine cohérence dans les métiers. Et je passe la parole à Sylvie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Victoria, merci aussi de nous accueillir. Alors moi, j'ai un parcours d'études sur la photographie et la théorie de l'art contemporain. Et ça m'a très vite en fait amenée à travailler sur les relations entre art et écologie dès mes études en fait vers en 2004. Et j'ai en fait rapidement voulu agir assez concrètement sur les questions notamment de production artistique. Donc j'ai cofondé en 2008 la Réserve des Arts qui était donc la première ressourcerie culturelle à voir le jour en ayant vraiment une récupération de matière et une destination pour le secteur culturel. Et j'ai continué ensuite vraiment en accompagnant les entreprises dans la valorisation de leurs déchets pour les transformer en ressources et en anticipant toutes les phases d'économie circulaire qu'on peut mettre en place dans un projet artistique, par exemple. Donc voilà, mon implication au sein des augures est vraiment axée sur la mise en place de ces pratiques d'économie circulaire. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que je peux aussi vous demander peut-être d'expliquer pourquoi les augures? Vous m'aviez expliqué et je trouvais que c'est un nom qui est fort et qui a tout son sens quand vous m'avez expliqué. Oui, je peux peut-être revenir sur cette histoire. Quand on cherchait un nom au tout début du processus, la première personne dont je m'étais rapprochée, c'était Sylvie, parce qu'on s'était connus à plusieurs moments de nos vies professionnelles, en particulier au moment où elle avait créé la Réserve des Arts et où je travaillais au Palais de Tokyo et où j'avais réussi à accueillir la Réserve des Arts qui était temporaire, qui n'avait pas de lieu encore, dans des sortes de petits magasins temporaires dans les sous-sols. Et donc, quand on réfléchissait à comment on pouvait s'appeler, je me souviens que je lisais énormément de textes sur la transition écologique, sur les changements climatiques, etc. Puis j'ai vu ce verbe augurer que j'avais oublié, en tout cas, je ne l'avais jamais employé en tant que tel. Je me dis, c'est un beau verbe quand même. Et puis, ce verbe est resté, et puis je me suis dit, mais en fait, c'est quoi les augures? J'avais une vision un peu pas très précise, en fait. Déjà, je pensais qu'on disait une augure, et puis en me renseignant, je me suis rendu compte que c'était un nom masculin, mais je le trouvais très féminin aussi. Et puis, c'est rarement utilisé au singulier aussi. J'aimais cette pluralité. Et en fait, un augure, ce sont les prêtres, des prêtres de l'Antiquité qui lisent les signes de la nature pour prédire le futur. Donc, voilà, c'est le prêtre, mais c'est aussi le message. C'est-à-dire que l'augure, c'est également le bon ou le mauvais augure, donc le bon ou le mauvais message délivré par la nature pour voilà, savoir comment affronter le futur. Et du coup, ça avait un sens particulier, voilà, cette pluralité, ce nom masculin, mais qu'on représente de manière féminine. Et cette manière, en fait, de dire, nous, on ne peut pas prédire le futur, contrairement aux augures. Mais notre mission, c'est d'aider les organisations, et en particulier les organisations du secteur culturel, à se préparer à un futur qui est probablement peu souhaitable. Et de devenir les prêtresses de la transition écologique. Peut-être. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut commencer par la question qui est comment le monde culturel est affecté par les changements climatiques?
En balisé fait, en quelque sorte. ouais, on parle d'une ère qui s'appelle l'ère de l'Anthropocène aujourd'hui, qui est cette ère dans laquelle qui fait encore un peu débat, mais qui est cette ère dans laquelle la nature, l'environnement, la planète sont affectés par des changements qui sont des changements qui sont plus seulement naturels, mais qui sont ceux liés à la présence humaine et aux activités humaines. Donc, c'est une ère où les déstabilisations sont fortes. Et voilà, le GIEC a récemment reconnu que, et même si on en doutait finalement assez peu, mais en tout cas scientifiquement reconnu que les effets du changement climatique étaient dus aux activités humaines. Donc voilà, on est dans une période dans laquelle on a une responsabilité très très forte en tant qu'être humain de cohabiter avec la nature. Et donc là, nous, la question qu'on pose au sein des augures et le rôle aussi qu'on souhaite se donner, c'est de penser justement notre responsabilité de producteurs, d'organisateurs, d'organisations dans les effets en fait de nos activités et de nos structures. Mais effectivement, le monde de la culture est affecté. Alors, les changements climatiques, on les voit aujourd'hui, on les voit dans notre quotidien, on les perçoit. On a encore eu une tempête il y a 2 jours à Paris. Ce pas des tempêtes qu'on a d'habitude au mois d'octobre. Sans parler des épisodes de pluie intense, de chaleur intense qu'on a eu en France, en Europe, etc. ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, ce changement, il est visible aujourd'hui, très, très fortement perceptible dans notre quotidien. On ne peut plus du tout le nier, mais il est aussi très fortement perceptible dans le secteur culturel, avec des patrimoines qui commencent à être mis en danger par différents effets du réchauffement climatique, que ce soit Venise et les difficultés qu'on connaît, que ce soit par exemple une grotte préhistorique qui n'a rien demandé, qui est là depuis toujours, qui était accessible, qui est la grotte Cosquer dans les Calanques de Marseille, qui désormais n'est plus accessible puisque le niveau de la mer est monté. Et qui bientôt, au-delà de ne plus être accessible, va aussi être détruite par l'eau qui va pénétrer dans la grotte. Et puis, plus récemment, les effets aussi du Covid, qui sont directement ou indirectement, selon la lecture qu'on en a, liés au réchauffement climatique, qui ont carrément fermé, immobilisé le secteur culturel pendant près d'1 année, avec les conséquences qu'on connaît, et puis aussi des choses très pratiques, les épisodes caniculaires qu'on connaît, qui mettent en danger de manière très directe les œuvres, que ce soit dans des collections, dans les musées, etc. Donc, on est dans cette période-là, et aussi on est dans une période où on connaît désormais les efforts qu'on doit faire. On le connaît depuis les accords de Paris, il y a bientôt 6 ans. Donc, on doit rester sous une certaine hausse de réchauffement au-dessous des fameux 2 degrés, ce qui signifie des efforts considérables dont on ne prend pas nécessairement suffisamment la mesure, que ce soit dans la société, mais également dans le monde de la culture, où on a des objectifs qui ont été clairement établis, qui sont en plus revus à la hausse de manière constante. On devait participer à des efforts de 30 à 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 ou 50. Désormais, l'Europe a positionné ses efforts de réduction à moins 55% d'ici 2030. Donc, c'est un effort qui est colossal. Et la question, c'est comment ça se traduit, comment ces efforts se traduisent, comment ils peuvent se traduire dans le secteur culturel. Aujourd'hui, pour rebondir sur ce que tu dis, Laurence, c'est que d'un point de vue très pratique, à la FIAC, on a eu des soucis avec la tempête qui s'est passée. Et c'est simple, mais on l'a vu physiquement, on ne peut plus nier ce genre d'informations-là, comme tu le dis. Et quels sont les impacts dans l'autre sens, c'est-à-dire quels sont les impacts du secteur culturel sur l'environnement aujourd'hui? C'est vrai qu'en fait, souvent, quand on regarde les graphiques, les diagrammes, on voit le secteur de la mode, du transport, les bâtiments, et on se demande un peu où la culture se situe. Elle est souvent la grande oubliée, donc
C'est sûrement aussi une des raisons pour lesquelles le secteur culturel n'a pas forcément pris conscience, pris mesure en fait de son impact. Mais l'impact de la culture, on le retrouve dans différents postes d'émission. Ça peut être d'abord les transports et la mobilité, parce qu'en fait, la culture, les loisirs, sont la troisième cause en fait de la mobilité des Français, si on se place dans le prisme de la France. Aujourd'hui, c'est aussi des informations que je vais vous donner, qu'on a pu évaluer avec un think tank qui s'appelle le Shift Project, voilà, qui propose régulièrement en fait, des rapports pour décarboner l'économie française et plus largement l'économie mondiale, parce que évidemment, à l'heure de la mondialisation, c'est difficile aussi de pouvoir prévoir un plan de décarbonisation à l'échelle juste de la France. Est-ce que c'est des rapports qui sont publics, Marguerite? Oui, c'est des rapports qui sont publics, qui sont mis à jour très régulièrement avec des groupes de travail et qui, du coup, sont liés à des secteurs. Donc, il y a un groupe de travail qui travaille sur l'alimentation, la mobilité, la culture, la transition énergétique. Voilà, donc des grands groupes de travail et qui publient ces rapports très régulièrement que je vous invite bien sûr à consulter. Est-ce qu'on peut le mettre en commentaire? J'essaierai de voir si on peut le rajouter en commentaire dans la conversation. Oui, absolument. Autre gros poste d'émission, ça va être les bâtiments. On sait qu'il y a beaucoup de musées, beaucoup d'organisations culturelles. C'est des bâtiments voilà, qui vont consommer de l'énergie. C'est parfois des bâtiments, la preuve en est avec la délocalisation de la FIAC. Des bâtiments qui peuvent être justement très énergivores, comme l'était justement la nef du Grand Palais. Donc, c'est aussi ces enjeux-là, comment essayer de rénover énergétiquement ces bâtiments, comment faire que ces bâtiments, justement, soient moins énergivores. Voilà, les bâtiments culturels, aujourd'hui, ça représente, si j'ai le bon chiffre, 20 000 bâtiments en France. Donc, c'est pas rien. Et un autre sujet, sans vous parler, après, il y a évidemment la question de l'alimentation, des déchets, de la production des œuvres, mais un autre sujet qui est aussi très important aujourd'hui, c'est le numérique. Et pourquoi ça concerne la culture? Parce qu'aujourd'hui, la majorité passante, c'est pour la consommation de produits culturels. Et en fait, aujourd'hui, le numérique, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, a dépassé celle de l'aviation. Donc, c'est vraiment en fait primordial que la culture aussi s'interroge sur ces émissions de gaz à effet de serre dans ces usages numériques. Donc voilà, par exemple, après, voilà, comme je vous disais, il y a aussi toute la question des déchets, la question de la production, mais je ne vais pas rentrer forcément dans tous les détails. On pourra en parler peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est important de parler de la production aussi. Est-ce que peut-être avant ça, on peut essayer de parler de ce que vous, en tant que collectif Les Augures, vous avez comme challenge dans vos missions au quotidien? Évidemment, c'est une grande question aussi, vaste, mais quels sont les challenges que vous avez dans vos différentes missions au sein des Augures? Alors, on parlera peut-être des missions plus précisément juste après, mais c'est vrai qu'un des grands challenges, c'est que, il y en a plusieurs, qui ne sont pas tous égaux, mais le premier, c'est un déficit de connaissances et d'expertise sur ces sujets-là au sein du monde culturel. Alors, j'ai envie de dire que c'est moins en moins vrai, en fait. Malgré tout, ces notions sont en train de passer et d'une part, la sensibilisation est en train de se faire, mais c'est en termes d'expertise et de formation, pour le coup, on est face à un monde qui est, on va dire, en sous-capacité d'expertise pour agir sur ce sujet. Donc, il y a vraiment une nécessité de mieux connaître les enjeux les enjeux carbone, les enjeux écosystémiques aussi qui sont liés au monde de l'art. Ensuite, le monde de la culture et le monde de l'art, ce sont des organisations qui sont construites, elles ont toutes leur histoire, mais on voit qu'il y a une grande difficulté dans ces organisations à collaborer interservices, à avoir un mode de travail transversal. On est vraiment devant des équipes qui sont très souvent dans des organisations en silo,
où chacun est responsable d'un domaine, etc., où la communication, la coopération est difficile. Donc au sein même d'une institution. Et puis plus largement, le sujet de la coopération entre les organisations est quelque chose qui est encore des fois trop faible. Alors dans certains domaines de la culture, c'est moins vrai, comme le spectacle vivant, qui est beaucoup plus organisé, mais dans le secteur de l'art contemporain, des musées, pour le coup, cette fédération n'est pas suffisamment forte. En tout cas, elle ne porte pas aujourd'hui suffisamment le sujet. Et ça, c'est un des grands défis, justement, que de parvenir à fédérer des acteurs entre eux. Et puis aussi, dernier sujet qui est, on va dire, plus de l'ordre de la culture, où en fait, c'est un monde qui ne se pose pas trop le sujet du management. D'ailleurs, c'est souvent perçu comme un grand mot, d'une stratégie, d'une vision. La responsabilité artistique et culturelle des organisations, des fois, est perçue comme quelque chose de suffisant pour porter l'énergie, la motivation, le changement au sein d'une équipe, alors qu'il faudrait réussir à l'articuler à cette responsabilité sociale et environnementale. Ça, c'est vraiment un challenge de faire comprendre qu'il y a une articulation possible, que ce n'est pas l'un contre l'autre, etc., et que ça participe en fait d'une gouvernance globale et qu'il y a une articulation à construire et à créer au sein des organisations. Est-ce que d'attribuer des budgets, ça en fait partie, par exemple? Aussi. Et c'est vrai que parmi les challenges, il y a aussi la capacité budgétaire qu'on a ou pas au sein d'une organisation pour mener cette démarche. Et en fait, peut-être que oui, tu avais raison, il faudrait aussi parler de vos missions finalement avant de parler des challenges. J'ai un peu pris la chose à l'envers, parce que pour moi, c'est tellement problématique. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de vos missions, les missions principales que vous avez, celles qui vous tiennent le plus à cœur, par exemple, ou des missions récentes que vous avez eues? Moi, je vais en parler d'un type de mission et puis Sylvie prendra la suite pour le reste. En fait, une des missions qu'on fait nature de mission qu'on fait le plus aujourd'hui, c'est celle de l'accompagnement dans une démarche RSE ou RSO. Donc, rapidement, la RSE, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est? La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. RSO, c'est la même chose, mais pour les organisations, donc responsabilité sociétale des organisations. Et qu'est-ce que ça comprend? C'est une norme internationale qui permet en fait de penser, d'articuler les enjeux sociaux, environnementaux, de gouvernance et économique dans un même système et qui permet de construire des relations équitables, justes, de préserver l'environnement, etc. Donc, c'est des normes qui sont obligatoires aujourd'hui? En fait, c'est obligatoire pour des grandes entreprises. C'est de plus en plus regardé aussi par les tutelles. Et on voit... on va dire que ça s'est beaucoup plus développé dans le domaine privé, on va dire le domaine des grandes entreprises que le domaine public, mais c'est en train de changer. Beaucoup d'organisations publiques mettent en place des démarches RSE ou RSO. Donc là, c'est une partie de notre activité que d'accompagner des organisations dans ces démarches-là, et ça passe par un diagnostic, par la mise en place d'une stratégie RSO, comment est-ce que ces enjeux-là vont s'articuler avec la raison d'être, la mission d'intérêt général des organisations culturelles, et ensuite un plan d'action qui est défini au sein d'une équipe, et ensuite comment est-ce que ce plan d'action est intégré dans les métiers spécifiques des organisations culturelles. Donc ça, c'est un des types d'accompagnement qu'on fait au sein des augures. Et Sylvie, je te laisse présenter les autres. Oui, un autre type d'accompagnement qu'on fait, c'est surtout sur l'éco-management et l'accompagnement à la production de projets. En quelque sorte, on accompagne les équipes avec des outils d'aide à la décision sur le côté très opérationnel d'une production d'exposition, en incluant évidemment les projets artistiques dans cet accompagnement.
De plus en plus aussi, on est capable, enfin en tout cas, on est en test aussi sur tous ces outils, hein, c'est très émergent, de mesurer les impacts d'une exposition. Ça nous permet, en termes de méthodologie, quand on accompagne les équipes, d'avoir un outil très concret pour embarquer tout le monde, les équipes, mais aussi les fournisseurs. J'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais évidemment, tout le management éco-responsable est très lié à la traçabilité et à la transparence qu'on peut avoir sur ce qu'on produit, sur ce qu'on réalise, sur les matériaux qu'on utilise. Donc ça, c'est une partie qui peut, enfin, une typologie de mission qui est soit complétée par enfin, idéalement, arrive après un accompagnement RSE, parce qu'on aura déjà sensibilisé toutes les équipes et tout le monde sera, on va dire, sur la même longueur d'onde enfin, dans le plan d'action qui est construit. Après, ce que vous appelez le diagnostic, finalement. Exactement. Et puis, autre type de mission, alors là, qui est enfin, qui est pas vraiment une mission, qui est, on fait nos missions, on va dire, en tant que consultante, mais dès le départ, on a voulu avoir une partie, on va dire, plus associative, donc l'association des augures, qui a vu le jour il y a quelques mois et qui accueille ce qu'on appelle les Augure Labs, justement sur deux sujets dont on parle depuis le début, à savoir les matériaux, la scénographie en particulier, et le numérique. Donc, ce sont des laboratoires de recherche et d'expérimentation Des groupes de travail, c'est ça? Des groupes de travail, exactement. Aujourd'hui, celui qui est en place, parce qu'il a été créé en fait avant d'intégrer aussi les Augure Labs, c'est donc le lab scénographie, qui est vraiment là pour en fait fédérer les métiers autour des enjeux d'éco-conception, d'éco-scénographie, qui regroupe une cinquantaine d'acteurs en représentant plus d'une dizaine de métiers. Donc, en fait, ce sont des scénographes indépendants, des metteurs en scène, des chargés d'exposition, et soit de façon indépendante, soit qui travaillent pour des grandes institutions et qui ont besoin de matières et d'outils pour travailler mieux au quotidien et pour mettre en place petit à petit les choses dans leur structure et dans leur pratique. Et ces groupes de travail aujourd'hui, on en a 4. On a un groupe sur la veille, l'action, la communication, un groupe sur les matériaux, l'assemblage, les techniques d'assemblage, de montage et de démontage, un groupe sur les labels. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire les labels? C'est quoi? Qu'est-ce que ça vient faire aussi dans le champ culturel? Et un groupe en cours de création sur les formations, parce qu'évidemment, on parle de monter en compétence sur ces sujets. Et pour être autonome à un moment donné dans sa pratique, on a aussi besoin de formation. Donc, l'objectif en fait de ces groupes, de ces labs, c'est de concevoir des outils qui favorisent l'éco-conception et une démarche de ce qu'on pourrait appeler une écologie culturelle territoriale, qui fait référence à l'écologie industrielle territoriale, qui est de plus en plus utilisée par les collectivités pour créer de l'économie circulaire au sein d'un territoire, être dans la mutualisation des services et des matières, et créer des conditions favorables pour la circulation des matériaux et des savoir-faire à une échelle locale. Sans créer un groupe de travail, est-ce que tu peux peut-être nous citer un ou deux labels qui sont déjà existants Alors, dans le milieu culturel? Enfin, utilisés dans le milieu de la culture. Oui, alors c'est une des parties que je connais moins, mais il me semble que Laurence est plus à même de répondre. Il n'y a pas vraiment de label dans le monde de la culture aujourd'hui.
en tout cas, pour évaluer l'empreinte environnementale ou sociale d'un projet, ça n'existe pas encore. Par contre, il y a des labels sur lesquels, ou des référentiels sur lesquels se reposer dans nos actions, hein, que ce soit, par exemple, pour la RSE, on va se reposer sur un ISO, qui est donc l'ISO 26000, hein, qui est le référentiel de la RSE. Après, dans la production même, et ça, pour le coup, Sylvie, tu connais bien mieux que moi, dans la production même, on va s'appuyer sur aussi des labellisations pour faire des choix de matériaux ou des choix de nature de prestation, en particulier lorsqu'il va s'agir de choisir un type de papier, un type de bois, etc. Et là, pour le coup, je les connais moins bien que toi. Mais en tout cas, si ta question, Victoria, c'était de savoir s'il y avait des labels dans le monde culturel sur ces sujets-là. Oui. En tout cas, aujourd'hui, Ça il reste n'y à en a pas créer. en tant que tel. Ouais. Non, pour l'instant, les labels sont justement plus présents chez beaucoup de fournisseurs du secteur de l'art, mais de la culture. Typiquement sur les imprimeurs, sur les concepteurs, sur le bois, Sylvie, tu évoquais la mode. Il y a des labels qui se mettent en place dans le secteur de la mode qui font sens et qui ne sont pas... il n'y a pas la même chose dans le secteur culturel, c'est bien dommage. Pas encore. Pas encore. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un peu plus sur... Pardon, Sylvie. Ouais, peut-être on peut finir sur un mot sur la formation, justement, Marguerite. Oui, oui. Ouais, alors, on est en train de développer justement, on parlait du besoin de monter en compétences. On est en train de développer des modules de formation sur justement la mise en place d'une politique RSE, sur le numérique responsable et sur l'économie circulaire dans la culture. Et l'idée, c'est que début 2022, donc on s'est associé avec d'autres organisations pour co-concevoir justement ces modules de formation. Et l'objectif, c'est vraiment qu'en 2022, on puisse les proposer aux professionnels de la culture pour qu'ils puissent s'emparer de ces solutions et les mettre en place dans leur métier. Ça, c'est le dernier volet d'action des augures. Ça, c'est des institutions, je vais prendre des exemples très pratiques, et des galeries, des musées qui viennent vous voir en vous disant on a besoin d'outils, on veut faire une formation, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Exactement. On a senti, en fait, de toute façon, depuis le début, on sent qu'il faut absolument développer ça parce qu'il n'y a pas de formation aujourd'hui. Et donc, on a senti ça auprès de nos clients, on l'a senti auprès de tous les acteurs culturels qu'on côtoie. Et l'idée, c'est voilà, de proposer ces formations, soit qui soient en interne au sein d'une organisation, soit avec des stagiaires de plusieurs organisations qui viendraient du coup suivre ces formations. Voilà. Et peut-être juste pour dire un mot sur les sujets des formations que nous, on a identifiés comme prioritaires. On ne va pas former sur tous les aspects. On a défini quelques sujets prioritaires. Il y a effectivement les enjeux de RSE, RSO appliqués au champ de la culture, connaître les impacts de la culture, pouvoir agir avec ce référentiel et cette méthodologie dans une organisation culturelle. Ça, c'était un des aspects qui nous semble vraiment important en termes de montée en compétences. Et puis les deux autres, enfin il y en a plusieurs autres, mais qui correspondaient vraiment à des besoins très spécifiques du monde de la culture. Il y a l'éco-conception et tous les enjeux de la connaissance de l'économie circulaire pour produire des expositions et des œuvres de manière plus responsable, voire très responsable. Et dernier enjeu sur le numérique, où là, dans le monde culturel, on voit qu'il y a vraiment un grand désarroi quand on aborde ce sujet-là, et un besoin de mieux comprendre le cycle de vie d'un objet culturel, d'un objet numérique qui soit de la data ou du matériel. Et du coup, voilà, on a développé, on est en train de travailler sur ces trois grands sujets et d'autres encore, sur les matériaux aussi, pour répondre vraiment de manière très précise à ces besoins-là. Et ça, ces formations, elles seront publiées sur votre site internet, ou comment est-ce que les gens peuvent être au courant de ces formations? On est en train de voir, ça sera sur notre site internet, on va s'associer aussi avec d'autres organismes. Voilà. Faut regarder début 2022 pour être tenu informé. Ouais.
Est-ce que vous pouvez justement nous parler du rôle des institutions dans le changement, des exemples d'institutions qui ont montré la voie, et des programmes que vous avez eu, des missions concluantes Oui, récentes? les institutions, c'est primordial en fait qu'elles montrent la voie. Un musée, ça reste un lieu de connaissance, un lieu de culture, un lieu de transmission. Donc c'est fondamental qu'elles montrent la voie. Il y a beaucoup d'exemples en fait d'institutions qui ont commencé à faire des choses. Certaines en parlent, d'autres non. Je vais citer la Tate en Angleterre qui a déclaré en 2019 l'état d'urgence climatique et qui a vraiment s'est engagé pour réduire ses émissions de CO2, donc de 50% d'ici 2023 et d'être à un niveau de zéro émission de carbone d'ici 2030. Donc c'est quand même des ambitions qui sont très élevées. Et en fait, pour passer par là, ils ont commencé à faire beaucoup de choses. Par exemple, ils ont réduit leur voyage d'affaires de 44% depuis 2013. Donc ça, c'est énorme. En fait, ils ont quand même commencé à renoncer à énormément de choses, à rénover leurs bâtiments, à changer les lumières, à mettre en place l'économie circulaire, et puis surtout à devenir, à aussi programmer des artistes qui parlent de ces enjeux, et à travailler avec un cabinet britannique qui s'appelle Julie's Bicycle pour vraiment voilà, analyser les impacts du musée. Mais alors plus proche, là très récemment, Paris Musée, très récemment en fait, depuis 2013, l'organisation Paris Musée, donc, qui regroupe 14 institutions à Paris, donc 12 musées et 2 sites archéologiques, a commencé eux aussi à mettre en place pas mal de choses, que ce soit dans la location de matériel, dans la rénovation énergétique de certains bâtiments, dans la sélection de prestataires qui soient engagés, donc en mettant vraiment en place des clauses de responsabilité pour les prestataires et leurs fournisseurs. Donc voilà, des efforts dans l'éclairage, dans la mutualisation de leurs éléments de scénographie. Donc voilà, la ville de Paris est très engagée sur ces enjeux. Nous, on a fait une mission justement avec la ville de Paris pour mobiliser les acteurs culturels autour des enjeux d'économie circulaire et du numérique. Et la ville veut vraiment porter ces questions-là. Ils ont mis en place justement des guides, des outils à destination des acteurs culturels. D'ailleurs, peut-être qu'on va essayer de vous le mettre aussi dans la discussion pour mettre en place cette économie circulaire au sein des structures. Il y a des groupes de travail. Autre exemple, le fait que le Palais Tech de Tokyo ait nommé un directeur RSE, c'est aussi un signal fort. Et voilà, il y a ce sentiment d'urgence qui accélère et qui est de plus en plus fort, notamment avec la publication cet été du dernier rapport du GIEC, où on sent vraiment l'urgence, et les musées, les acteurs culturels commencent de plus en plus à endosser ces questions. Après, j'ai d'autres exemples à échelle internationale. On a la galerie Climate Coalition. Je pense que ça pourrait être très intéressant justement pour les galeries qui sont présentes à la FIAC, une coalition britannique qui aide les galeries justement qui ont développé donc un outil gratuit et qui aide les galeries à mesurer leur impact carbone, qui partagent des outils. Donc beaucoup d'initiatives en fait qui commencent à émerger, et un secteur culturel qui commence à prendre conscience, même si il faudrait aller encore plus vite et encore plus loin. Merci, Sylvie, partager des liens, c'est parfait. Ouais. Et Victoria, pour compléter par rapport à ta question aussi de nous, dans nos propres missions, quels résultats, etc. Alors, on ne l'a pas précisé, ou peut-être qu'on l'a précisé, mais je ne sais plus. On s'est créé il y a 1 an et demi. Donc pendant le confinement. Voilà, pendant le confinement, printemps 2020. Donc, on a en fait finalement une durée d'existence qui est aujourd'hui trop courte pour qu'on puisse faire un retour sur notre action, et puis des missions qui sont en cours qui ne nous permettent pas aujourd'hui de pouvoir étudier ou communiquer le réel impact de
des accompagnements et des transformations au sein des organisations culturelles qu'on accompagne. Donc, on n'a pas ce retour d'expérience malheureusement et on a très hâte de pouvoir le partager aussi, de pouvoir aussi le structurer pour continuer aussi à améliorer les démarches et aussi être peut-être des fois plus rapide, plus efficace aussi. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que juste la phase de diagnostic, celle par laquelle on commence, qui est souvent la plus lourde dans la démarche, elle prend beaucoup de temps, en fait, juste celle-ci, quand elle est présentée, et souvent, généralement, elle s'assortit également d'une analyse de préconisation, d'une proposition aussi de trajectoire du changement pour aider les organisations à se projeter dans le futur. En fait, juste ça, on voit à quel point ça fait déjà bouger des choses, à quel point ça recentre aussi ce sujet, ça le replace au cœur des discussions au sein d'une équipe. Et que même si à ce stade-là, on n'a pas encore démarré la démarche, en tout cas, c'est quand même déjà une sorte d'accélérateur moral, mental, moral au sens, ça donne aussi comment dire, Sens au changement. Oui, du sens, voilà, exactement, pour les équipes. Donc, et ça, c'est déjà juste de savoir où on en est. La première étape. Ouais, non, mais c'est vrai. De savoir où on en est, de se donner un peu une vision de où on veut aller, où on veut être dans le futur. C'est déjà beaucoup, parce qu'en fait, après, il n'y a plus qu'à, d'une certaine manière, savoir comment on y va. Donc ça, c'est aussi c'est la partie aussi la plus difficile de notre démarche, puisqu'en fait, c'est celle qui est la plus fine, dans le sens où nous, en fait, notre rôle, c'est pas de faire une liste de préconisations. On n'est pas un docteur qui fait une liste de médicaments sur une ordonnance en disant débrouillez-vous avec ça. En fait, notre rôle, il est plutôt d'aider les organisations à co-construire avec toutes leurs parties prenantes, que ce soit leurs équipes, les métiers, mais aussi les parties prenantes extérieures, de co-construire cette démarche-là, de co-construire ce plan d'action. Et là, pour le coup, c'est pas de la préconisation, c'est vraiment chaque organisation sait ce qu'elle doit faire finalement, ce qu'elle doit mettre en place, comment décomposer aussi ses actions pour que chacun sache ce qu'il a à faire pour mettre en place les choses. Et ça, c'est la partie sur laquelle on n'a pas encore ce retour d'expérience, puisque les choses sont en train de se faire avec les personnes avec lesquelles on travaille. Ouais, mais moi, je pense que toute la partie information, elle est essentielle et c'est ce qu'on est en train de faire là et c'est ce que vous faites vous. D'informer, c'est déjà énorme. Ensuite, de passer le cap, d'agir sur ça et de vouloir se remettre en question en faisant ce fameux diagnostic avec vous, c'est hyper important. Après, la phase d'action, elle est presque évidente. Une fois qu'on a identifié le problème, ce serait dommage de ne pas trouver une solution. Est-ce que vous pouvez justement, en parlant de ça, nous dire qu'une fois que vous avez passé cette phase de diagnostic, comment vous faites pour asseoir, entre guillemets, tous les acteurs à la table? Vous parliez tout à l'heure du fait un des challenges, c'était de gérer une organisation déjà bien établie et d'expliquer que le fonctionnement doit un petit peu changer. Comment vous faites ça avec les en fait, ce qui est sûr et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que à notre sens, aucune organisation peut y arriver toute seule dans son coin. Toute seule dans son coin, on va dire isolée de ses parties prenantes premières, que sont les publics, les artistes, les fournisseurs, les tutelles. Et toute seule dans son coin en tant qu'organisation, en fait, elle doit aussi s'associer à d'autres organisations et entre pairs, en fait. Donc, il y a vraiment un double enjeu de travailler avec les parties prenantes clés d'une organisation, donc celles pour lesquelles elle existe aussi, et puis avec le secteur. Et ça, c'est vraiment la clé aussi de cette démarche, que de prendre en compte cette dimension d'un pilotage du dialogue, de la création d'un dialogue avec les parties prenantes, et en particulier comprendre les attentes. Alors, quand ça se fait sur les parties prenantes internes d'une organisation, il y a toutes les équipes et puis il y a les personnes extérieures. Donc, l'enjeu, c'est déjà justement de réussir à partager une vision commune et surtout la co-construire, cette vision commune,
Et ça passe par des tas de choses, mais en particulier par la nécessité d'échanger, d'avoir des groupes de travail, de se donner des objectifs aussi, de s'adapter aussi au langage que parlent certaines parties prenantes par rapport à d'autres. On ne va pas travailler la question des enjeux écologiques de la même manière avec un fournisseur et avec un artiste. On va la traiter de manière vraiment singulière avec l'artiste, au sens où il y a une délicatesse à maintenir, qui est une priorité à maintenir, et une responsabilité qui est celle de la responsabilité artistique de l'organisation, et de protéger le travail de l'artiste, de protéger cette fragilité de la création d'une œuvre, mais qui doit s'articuler avec des enjeux de production plus responsables, etc. Quand on va travailler avec un prestataire, les choses seront un peu différentes. Là, pour le coup, on sera plus prescriptif, au sens où on va leur demander des comptes. On va plutôt demander d'informations en fait, sur les matériaux, sur des process, sur des impacts, essayer de récolter des informations qu'on n'a pas toujours l'habitude de demander pour embarquer les prestataires dans le processus, et créer aussi un dialogue qu'on n'a pas toujours avec eux, parce que souvent, c'est des dialogues qui vont être techniques ou financiers. Et là, c'est créer un autre sujet et leur faire comprendre fait qu'ils ont tout intérêt à le traiter avec les organisations. Et puis, pour ce qui est de la coopération entre organisations, là, nous, on encourage énormément cette coopération. Beaucoup d'organisations font des choses déjà. Elles ont énormément à partager. Elles ont passé par des étapes qui sont souvent des étapes nécessaires, mais ce partage-là et cet échange entre pairs, cette mutualisation de pensée, de moyens, ces échanges à la fois sur les difficultés et les réussites, elle est vraiment, vraiment nécessaire. Et on voit le désarroi aussi des musées ou des gestionnaires de collections aujourd'hui sur la question des normes de conservation, de la régie des œuvres, de la complexité en fait liée aux caisses, aux matériaux d'emballage, etc. Et ça, pour le coup, aucune organisation n'y arrivera dans son coin. Il faut vraiment se rassembler, se mutualiser, mutualiser cette pensée-là, cette expertise-là, pour parvenir à explorer des voies nouvelles, d'autres manières de faire. On le voit au sein du secteur des foires, du nombre de voyages qu'on peut faire, les déplacements, le déplacement des œuvres, le déplacement des galeries. C'est quelque chose de colossal, la façon dont tu évoques ça, mais c'est vrai que c'est une montagne, finalement. Il faut que tout le monde décide de faire des efforts ensemble. En effet. Est-ce qu'on peut se placer aussi tu as évoqué la place de l'artiste et la liberté de la création. Est-ce que, peut-être que Sylvie, tu es la mieux placée pour y répondre, mais comment aujourd'hui on peut être un artiste? On a parlé des institutions, mais comment on peut être un artiste aujourd'hui? Et est-ce que c'est possible de éco-créer? Est-ce que la liberté de la création, on peut la marier avec le fait d'avoir une conscience écologique aujourd'hui? Moi, bien sûr. Je pense que avant tout, si on se met à la place de l'artiste, c'est vraiment la première étape, c'est de faire savoir, par exemple, qu'on a envie de changer ses pratiques, qu'on a envie qu'on se pose des questions sur les matériaux qu'on utilise. C'est de le faire savoir à sa galerie, à ses fabricants, à son équipe. C'est vraiment créer le dialogue. Enfin, on parle de ça très profondément depuis le début. C'est créer un dialogue qui permet tout d'un coup de se poser des questions sur sa façon de faire, et de f en tout cas, de pouvoir faire des choix en conscience. Hem, enfin, je pense que je peux le citer. On a accompagné Xavier Veillant au tout début de notre création, parce que justement, il avait ce désir de comprendre comment est-ce qu'il pouvait produire autrement, de comprendre l'impact de ces matériaux. Et la première étape, ça a été de réunir l'atelier, l'équipe au complet,
et de discuter. Donc, voilà, on a créé un atelier collaboratif ensemble pour analyser des projets qui ont déjà été réalisés, voir où est-ce que les impacts sont plus forts, où est-ce qu'on aurait pu faire où est-ce qu'on aurait pu faire des efforts. Et puis Ça, ensuite, c'était au sein de l'association? en tant que mission, enfin, mission Les Augures, non, c'était en dehors de l'association. C'est un peu compliqué de comprendre les deux, mais vraiment l'association est plus sur de la recherche et du non lucratif. Voilà. Et parce que je te pose la question parce que, par exemple, un artiste peut se dire, mais moi, j'ai peut-être pas les moyens de faire appel aux augures pour voir comment je peux mieux créer. Est-ce que c'est quelque chose que, enfin, est-ce que Ouais. c'est un Bah, travail associatif ou est-ce que c'est... oui, oui, mais en parler déjà, en fait, je pense, avec les gens qui nous entourent dans sa pratique, c'est déjà énorme parce que tout d'un coup, si on dit à son fournisseur, est-ce que tu peux m'aider à mieux éco-concevoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Lui aussi, il a potentiellement de plus en plus de réponses. Les choses changent, donc rien que de donner justement la certification qu'un bois est certifié, euh, ou, euh, ou aller en fait très rapidement vers la connaissance de l'économie circulaire. Aujourd'hui, voilà, on tape économie circulaire, culture sur Internet, on trouve quand même énormément de choses qui permettent en tout cas de se poser les questions. Il n'y a pas Il y a forcément. peut-être un peu trop de choses, justement, tu Oui, vois, oui, oui, à évidemment. recommencer, quoi. Mais je pense, enfin, on va peut-être en parler après sur justement voilà, des exemples qui favorisent l'économie circulaire. C'est exactement ça, en fait. C'est en tout cas se poser la question et surtout en discuter pour que tout puisse être impacté. Dire, voilà, moi, je veux faire de façon différente, je ne sais pas comment faire, mais peut-être que vous avez des réponses et on peut y aller aussi pas à pas, sans forcément tout changer. Et puis les choix artistiques sont les choix artistiques. En fait, il y a peut-être des choses sur lesquelles on est capable de renoncer aujourd'hui. Des bois exotiques, par exemple. On a vu le cas. Mais par contre, voilà, il y a aussi des choix qui sont importants, notamment sur la pérennité des œuvres. Une œuvre qui est là pour durer dans le temps, qui potentiellement est en extérieur, dans l'espace public, où elle doit être fabriquée avec des matériaux extrêmement résistants pour ne pas être dégradée ou pour ne pas être changée à nouveau dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc en fait, il y a ça aussi, c'est vraiment prendre en compte aussi la destination d'une œuvre. Justement, L'attente des artistes, elle est grande aujourd'hui. Ouais. Et en me promenant à la FIAC mercredi, en croisant certains, voilà, c'était un sujet qui revenait tout le temps. Mais en fait, comment on fait, nous, avec le polystyrène, la résine, etc. On a besoin de ces propriétés-là, de légèreté, de solidité, de mise en œuvre aussi, qui sont assez peu coûteuses, ou pas trop coûteuses. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé l'association. Et qu'on a créé, qu'on est en train de se développer dans une approche de recherche et de développement, parce qu'il y a un vrai besoin d'aller chercher des solutions qui ne sont pas dans le monde de l'art aujourd'hui, elles sont ailleurs, elles sont dans le monde de l'industrie, de la recherche, mais nous, on n'y a pas accès, parce le monde de l'art n'y a pas accès de manière directe, parce qu'on représente des petites quantités, où les enjeux ne sont pas assez intéressants pour qu'on regarde ce qui se passe chez nous. Mais du coup, nous, c'est vraiment notre enjeu de faire ce lien-là, et de créer un groupe de réflexion qui permette d'expérimenter les choses. Et on serait très content aussi d'échanger avec des artistes pour justement qui leur permettre aussi de tester des solutions qu'on pourra voir apparaître ou dont on a connaissance, mais qu'il faut à un moment donné tester de manière très concrète dans un processus de création.
Est-ce que vous pouvez, je ne vais évidemment pas vous demander de faire un workshop à la fin de cette discussion, mais nous donner je sais pas, des exemples pratiques, concrets sur comment aujourd'hui on peut favoriser l'économie circulaire dans le milieu culturel. Nous, vous, les galeries, les artistes, est-ce que Ouais. c'est pas des petites clés? Des petites clés, ouais. Je vais même faire des petits points. Je pense que Merci. bon, il y a la question de l'anticipation du sourcing des matériaux. Ouais. On rentre dans un système d'économie circulaire. On va rentrer dans un système de zéro déchet et on va se poser la question de l'approvisionnement de ces ressources, de ces matières. Donc on sait que voilà, on sait que en gros le début idéal serait 100% de réemploi qui part 100% en réemploi. C'est un petit peu l'objectif. Donc anticiper, alors c'est pas tout le temps possible, hein, mais c'est viser en tout cas ce zéro déchet. L'important c'est de le viser. Donc ça nécessite d'anticiper le sourcing de matières. Pour pouvoir avoir ce temps dédié à la recherche de matières en réemploi. Ce n'est pas du tout le même temps que de passer une commande dans une grande surface de bricolage. Et c'est aussi pour ça, les process de projets, la gestion des projets sont très conditionnés au fait qu'on raccourcit au maximum les temps de production parce qu'on sait qu'on va pouvoir aller se fournir très rapidement dans une grande surface de bricolage, par exemple. Donc, voilà, anticiper à la fois anticiper le sourcing, ça veut dire anticiper le temps qui est nécessaire pour ça. Anticiper aussi. Et là, c'est combattre pardon, je te coupe, mais c'est combattre un préjugé qui est que c'est nécessairement plus coûteux. C'est pas forcément plus coûteux, mais en tout cas, c'est plus chronophage. C'est plus chronophage. Ça ne veut pas dire que ça coûte plus cher. Au contraire, ça peut coûter beaucoup moins cher. C'est juste qu'il faut plus de temps parce que voilà, il faut se déplacer peut-être dans une ressourcerie, dans une entreprise qui propose un stock de chute de matière, voir si ça convient. Voilà, il y a un temps pour ça. Et puis, il y a un temps pour savoir aussi, d'anticiper tout de suite la sortie des matériaux. Qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, à la fin d'une exposition de toutes ces matières, des cimaises, du bois est-ce qu'on peut anticiper le fait, par exemple, qu'il n'y ait pas de benne et qu'il puisse y avoir tout de suite, on anticipe le fait que ça parte sur des plateformes de réemploi ou de dons. Ça, c'est le deuxième point, la sortie, donc là, les entrées-sorties. Sensibiliser ses fournisseurs. Je le redis pour apporter de la transparence sur ces pratiques. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des labels? Est-ce qu'on sait d'où viennent les matériaux exactement? Est-ce qu'il y a des certifications? Comprendre quel type de transport est généré autour de ces fournisseurs. Tout ce qui va être achat responsable autour du projet. Donc, les achats, ce n'est pas uniquement que sur l'exposition, c'est aussi l'institution, l'organisation. Quels sont les types… Ça s'appelle le collatéral, finalement, la publication, ces choses-là. Oui, par exemple. Donc, quel type de fourniture, quel type de fournisseur. L'alimentation aussi, en prenant en compte l'événementiel lié à un projet. Quel type de livraison, par exemple? Est-ce qu'on a besoin d'une livraison express en moins de 24 heures? Est-ce qu'on peut faire les choses autrement? Et donc être sur des Ça, c'est assez applicable au quotidien pour tout le monde, d'ailleurs. Exactement. Il y a la question aussi alors ça, c'est beaucoup plus systémique, de l'allongement de la durée de vie des expositions, le rythme des expositions. Est-ce que vraiment on doit faire des nouvelles expositions en permanence, voilà, très régulièrement. On a vu des choix très radicaux, par exemple, au Palais des Beaux-Arts de Lille, qui viennent d'ouvrir une exposition qui s'appelle Expérience Goya, qui est une exposition qui a été vraiment pensée en éco-conception, vraiment avec de la réutilisation de cimaises, de la diminution d'impact, par exemple, sur le transport des œuvres, avec beaucoup moins d'œuvres qui viennent, mais avec du coup de la créativité autour pour quand même avoir un contenu
important. Et du coup, c'est très, très intéressant tout d'un coup de changer les pratiques. Enfin, je vous invite à aller voir cette expo parce que vraiment, c'est assez impressionnant de… On pourra mettre un lien sur l'expo aussi dans la conversation. Oui, absolument. Et donc, eux aussi, par exemple, ont décidé vraiment dans le projet scientifique d'allonger la durée de vie des expositions. Et en trouvant aussi des alternatives pour continuer à faire venir le public de façon régulière avec des micro-événements qui permettent vraiment d'accentuer la fréquentation et ça marche vraiment, quoi. Donc, en fait, il y a une question à se poser sur l'allongement de la durée de vie des expos. Et puis, le point négatif, de toute façon, c'est le transport, très souvent. Donc, est-ce qu'on peut se poser la question des transports à tous les niveaux de la gestion de projet, que ça soit sur les équipes artistiques, de production des artistes, etc. Est-ce qu'on peut se poser la question du train plutôt que de l'avion, des mobilités douces, même vis-à-vis des publics? Est-ce qu'on peut aussi… Du public, des collectionneurs, des galeries. Exactement. Donc voilà, déjà, en faisant ça, on a fait un grand tour du cercle de l'économie circulaire. Est-ce que finalement, en mettant en place, prêcher pour ma propre paroisse, en mettant en place la online Vision Room, à la FIAC, en mettant les œuvres en ligne, la FIAC, elle favorise pas ça pour éviter forcément le déplacement. Mais en revanche, se pose la question de la data. Donc, c'est un peu un cercle non vertueux. Si ça évite, par exemple, un vol transatlantique, la question est très vite positive. Hein. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a le numérique. Tout dépend de l'usage du numérique, encore une fois. Si ça évite des vols long courriers, par exemple, bien sûr que ça a un impact positif dans ce cas-là. Il ne faut pas que l'équipe du VIP de la FIAC nous entende. S'il y a les deux, le problème un peu du numérique, c'est qu'aujourd'hui, avec le retour, la réouverture des musées, etc., on se retrouve avec une double offre parce que les organismes culturels ne renoncent pas non plus au numérique. Et donc, bien sûr, si ça peut empêcher certains longs courriers, c'est sûr que c'est une bonne chose. Mais si ça vient, ces mêmes collectionneurs viennent quand même à Paris et vont garder la viewing room, là, en fait, voilà, c'est la limite de tout ça. On perd de fois. Est-ce que vous pouvez, assez rapidement, pour conclure, par exemple, nous parler du projet que vous avez avec la FIAC, parce que qui s'est engagé, enfin, pas seulement à vous faire parler des augures, mais aussi auprès de l'institution qui est la FIAC, avec les exposants, ce que vous faites. Oui, bah alors on va peut-être pas parler au nom de la FIAC parce que ça sera peut-être de prendre la parole sur ce sujet, mais on travaille avec eux sur un questionnaire à destination des galeristes, justement, de toutes les galeries qui participent, pour savoir où ils en sont, pour savoir ce qu'ils attendent de la FIAC, est-ce qu'ils aimeraient, eux, être accompagnés par la FIAC, est-ce que, voilà, un peu prendre le pouls, savoir leur état d'esprit sur tous les enjeux, justement, de redirection de transition écologique. Donc, c'est un questionnaire qui va être diffusé à l'issue de la FIAC, parce que la FIAC, RIDE Exposition, souhaite voilà, changer également ses pratiques. Mais pour l'instant, je ne pourrais pas forcément en dire plus. Laurence, tu veux peut-être compléter? Non, c'était très clair. En tout cas, tout le monde doit participer d'un même mouvement, hein, on doit tous drastiquement réduire nos émissions, limiter nos usages du plastique, limiter nos déplacements dans les modes de transport les plus impactants, etc. Donc, c'est un effort qui est vraiment collectif. Et on entend beaucoup, est-ce que les petits pas, est-ce que les grandes décisions politiques, etc., qu'est-ce qui est mieux? En fait, il n'y a aucune mauvaise manière de commencer sa transition ni de la faire. Il faut juste la faire et il faut la faire de manière vraiment engagée, radicale aujourd'hui. Donc, quel que soit le niveau où on agit et là où on est, on a tous quelque chose à faire dans cette histoire-là. C'est de le faire en conscience. Je sais plus qui a utilisé ce terme-là, mais je pense que c'est vraiment très important. Et puis de le faire sans jugement aussi.
finalement, à partir du moment où on le fait, c'est qu'on s'engage à le faire. Merci beaucoup. J'aurais bien aimé conclure et puis j'ai encore plein de questions à vous poser. On mettra le lien sur les informations et les audios dans la conversation. Merci Laurence, Marguerite, Sylvie et Camille qui n'est pas là, d'avoir créé ce super projet et à très bientôt. Merci, à bientôt.